Des arrestations au Burkina Faso. Les interpellations de proches de Compaoré interviennent alors qu'un nouveau code électoral est en passe d'être adopté pour le prochain scrutin. Manifestation au Kenya au 3e jour du deuil national. Des centaines de personnes décrient l'incapacité des autorités. Les Britanniques se préparent à voter pour les législatives prévues dans un mois. C'est le temps des marchandages. Mesdames et messieurs, bonjour. Nouveau rendez-vous des informations sur Sika. Bienvenue. Au Burkina Faso, quelques proches de l'ex-président Blaise Compaoré, dont 3 anciens ministres, ont été arrêtés en début de cette semaine. Ces arrestations interviennent alors que les députés burkinabés devraient donc adopter un nouveau code électoral dans le cadre des scrutins d'octobre prochain. Ils en ont Jérôme Bougouma, ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Bertin Ouédraogo, ancien ministre des Infrastructures, Salif Kaboré, ancien ministre des Mines. Tous les 3 ont été arrêtés lundi et mardi et sont retenus dans des centres de détention de Ouagadougou. Ils rejoignent ainsi Sali Hassanou, l'ancien maire de Bobo-Dioulasso et actuel secrétaire général du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, et Seydou Sanou, l'ex-maire d'arrondissement de Bobo-Dioulasso. Ils seraient soupçonnés par la police de vouloir préparer à partir de cette ville une insurrection à propos du vote du projet de code électoral prévu mardi après-midi au Conseil national de transition. Le texte prévoit notamment d'exclure de toutes les élections tous les membres du dernier gouvernement du président Compaoré. Toutes les personnes qui ont soutenu ouvertement ou publiquement la modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé sont aussi visées par cette exclusion que dénonce le CDP. L'ancien parti au pouvoir a d'ailleurs lancé des appels à manifester mardi. Il était soutenu par certaines organisations de la société civile qui dénoncent également ce projet de code électoral. Au 3e jour du deuil national décrété suite au massacre de Garissa, des centaines de Kenyans se sont rassemblés mardi pour dénoncer l'incapacité des autorités et appeler à l'unité. À Garissa, théâtre du massacre qui a fait 148 morts, dont 142 étudiants et 6 membres des forces de sécurité, environ 500 personnes, musulmans et chrétiens, ont manifesté pour dénoncer cette attaque qu'elles estiment injustifiable et intolérable. Sur le trajet, certains étudiants ont chanté des prières, bougies et fleurs en main en mémoire des victimes. À Nairobi, quelques 200 étudiants, certains en costume noir de deuil, ont eux aussi défilé pour protester contre l'incapacité du gouvernement à protéger la population. Nous ne sommes pas en sécurité. On pense, nous en tant que camarades, qu'au sein même du gouvernement, il y a des gens qui se coordonnent avec les Chebab. Nous ne faisons pas confiance au gouvernement. Il y a eu 147 étudiants tués par les Chebab et nous pensons que nous ne sommes pas assez protégés. La sécurité dans notre école n'est pas suffisante. À la fin de la manifestation a été remise à un représentant de la présidence kenyane une pétition. Celle-ci réclame notamment l'amélioration des équipements des forces de sécurité et la création de centres de veille avec des policiers en alerte 24 heures sur 24. L'université de Garissa a fermé sine die. Les autorités kenyanes ont promis une récompense d'environ 200 000 € pour la capture de celui qu'elle présente comme le cerveau de l'attaque. Mohamed Mohamoud alias Kuno, un ex-professeur kényan d'une école coranique de Garissa qui a rejoint il y a plusieurs années les islamistes somaliens. Une veillée était prévue mardi soir à Nairobi en hommage aux victimes.
Et donc, toujours dans le cadre de cette bavure, de cette massacre qui s'est passé donc à l'université de Garissa. Et comme prévu, une veillée aux chandelles a été organisée hier soir à Nairobi en mémoire des 148 victimes de cette attaque. Visite en France du président tunisien Béji Caïd Essebsi, une visite qui vise le renforcement de la coopération économique et sécuritaire entre la Tunisie et la France. Une action indispensable par ces temps où la menace djihadiste se fait croissante. François Hollande a accueilli avec tous les honneurs le président tunisien Béji Caïd Essebsi. La menace djihadiste croissante depuis la révolution de 2011 qui a culminé en mars avec l'attaque du musée du Bardo à Tunis, ainsi que la coopération en matière de défense et de sécurité sont au cœur des entretiens à Paris. Nous avons un préalable, assurer la sécurité, c'est-à-dire combattre le terrorisme. Et dans ce domaine, vous et nous, Monsieur le Président, nous savons à quoi nous en tenir et nous devons ensemble être solidaires pour combattre ce fléau où la Tunisie n'avait pas de précédent dans son histoire. Cette visite a lieu une dizaine de jours après celle effectuée par le chef de l'État français à Tunis. Il y a participé à une grande marche de protestation contre le terrorisme. A été actée ce mardi la conversion de 60 millions d'euros de dettes tunisiennes en investissement. Le sujet avait été évoqué lors d'une visite de François Hollande à Tunis en 2013. La Tunisie est un pays qui est regardé comme celui où est né le printemps arabe. Et comme le dit le président Essebsi, il faut aussi que la Tunisie réussisse son propre printemps. Et c'est également la responsabilité de la France de pouvoir accompagner la Tunisie en respectant sa pleine souveraineté. La France, premier partenaire commercial de la Tunisie, se trouve être aussi son premier investisseur extérieur. Elle est aussi le premier pays pourvoyeur de touristes et le premier bailleur de fonds bilatéral. Le président tunisien en visite en France s'est exprimé mardi devant le Sénat. Au cours de son discours, il a mis l'accent sur bon nombre de valeurs, notamment la liberté et la démocratie. Il a par ailleurs souligné l'importance d'œuvrer ensemble pour construire un monde de paix et de démocratie. Quelques extraits de son discours à travers cet élément. Nous croyons à la possible coexistence pacifique entre les peuples et les religions. Elle est inscrite dans notre histoire. Aussi sommes-nous frappés d'une grande tristesse lorsque la barbarie s'exprime de la manière la plus odieuse, comme cela a été le cas au Bardo, comme cela a été le cas à Paris en janvier dernier. Et je tiens à saluer la mémoire de ces victimes, au nombre desquelles, comme vous l'avez cité, Monsieur le Président, Yoav Hattab, Elsa Kayat, François-Michel Saada et Georges Wolinski, qui étaient tous des enfants de Tunis. La coopération décentralisée entre villes, entre gouvernorats tunisiens et régions françaises jouera un rôle essentiel. À cet effet, nous appelons à une politique volontariste en matière d'échange, de partenariat et d'investissement fondée sur la complémentarité. Nous appelons à l'instauration avec nos partenaires d'un cadre permanent de réflexion, à la mise en place d'une fondation pour promouvoir l'intégration verticale Europe, Méditerranée, Afrique. Au Maroc, les corps des deux spéléologues espagnols décédés ont été acheminés mardi à Ouarzazate avant d'être rapatriés dans leur pays d'origine. Les deux Espagnols étaient tombés dans un gouffre de plus de 400 mètres dans l'Atlas marocain. Les images. Les dépouilles des deux spéléologues espagnols ont été convoyées à la morgue ce mardi au Maroc. Les deux spéléologues sont décédés après être tombés dans un gouffre de plus de 400 mètres dans l'Atlas au Maroc. Malgré les moyens aériens et terrestres mis en œuvre, plusieurs jours ont été nécessaires pour récupérer les cadavres, en raison notamment des difficultés pour accéder au site situé en pleine zone montagneuse. Ils étaient accompagnés de Juan Bolivar, un autre spéléologue, lui aussi espagnol, qui, avec plus de chance, s'en est sorti. Hospitalisé dans la nuit de dimanche à lundi, ce dernier s'est envolé ce mardi pour l'Espagne.
Les proches des deux défunts ainsi que le président de la Fédération andalouse d'alpinisme dont ils étaient membres ont critiqué le déroulement des opérations de secours. Ils déplorent le retard pris par le sauvetage qui, selon eux, justifie le dénouement tragique de l'histoire. Rappelons que la disparition des 3 spéléologues avait été constatée mardi dernier par leurs 6 autres compagnons, tous partis pour une expédition de montagne dans le Haut-Atlas. Mais c'est seulement samedi dernier qu'ils ont été localisés par les secours. La date de rapatriement des dépouilles n'est pas encore connue. Dans un mois, les Britanniques sont conviés à des législatives ultra serrées et porteuses de profonds bouleversements avec la disparition de bipartisme qu'on croyait aussi enraciné que la monarchie. Le temps est venu pour les alliances, synonyme d'intense marchandage et souvent d'instabilité. La campagne, quant à elle, bat son plein. Comme bien souvent en Grande-Bretagne, les choses ont commencé selon une tradition vieille de plusieurs siècles. Au nom de la reine, je proclame l'appel à l'élection d'un nouveau Parlement. Et pourtant, le pays entre dans une période inédite de son histoire. Rarement une élection aura porté autant d'inconnus. Conservateurs et travaillistes sont au coude à coude dans les sondages à 34% chacun. À droite, le Premier ministre sortant David Cameron espérait mener la danse grâce à de bons résultats économiques. Ça ne suffit pas à convaincre, alors il brandit le risque du chaos. Le prochain Premier ministre qui passera cette porte sera soit moi, soit Ed Miliband. Vous pouvez choisir entre une économie qui croît, qui crée des emplois, ou opter pour le chaos économique avec Ed Miliband. À gauche, Ed Miliband court avec un gros handicap. Les Britanniques ne le voient pas en Premier ministre. Mais il prête une oreille attentive à son discours, plus à gauche que celui de ses prédécesseurs, Tony Blair et Gordon Brown. Miliband parle redistribution, prélèvement sur les plus riches, réforme des contrats à 0 heure, ces contrats sans aucune garantie de salaire ni de temps de travail qui se sont multipliés ces dernières années. Je pense que c'est un choix entre ceux qui pensent que c'est tout ce dont le Royaume-Uni est capable et ceux qui pensent que nous pouvons faire mieux que ça. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'avoir 700 000 personnes sur des contrats 0 heure. Un discours qui résonne dans un pays où, malgré la reprise, le salaire médian a baissé et le nombre des repas servis dans les banques alimentaires, comme celle-ci, a été multiplié par 15 depuis l'arrivée de Cameron. Les gens sont assez confiants dans la situation économique. Mais en même temps, quand on leur demande comment ils se sentent eux-mêmes, eh bien seulement 14% estiment que la croissance leur profite. Mais qui va départager ce que les commentateurs appellent la bataille des faibles ? Faute de majorité absolue, Cameron comme Miliband ne pourront gouverner sans alliés. Sur les rangs, les libéraux-démocrates, aujourd'hui alliés des conservateurs, qui peuvent demain pencher à droite comme à gauche. Les Verts, mais aussi et surtout les indépendantistes écossais, partis pour réaliser un score historique qui pourrait s'entendre avec les travaillistes. Quant au parti anti-immigration UKIP, il a beau être crédité de 13% des voix, il ne devrait avoir que très peu de sièges au Parlement en raison du mode de scrutin. Il ne sera donc pas, sauf énorme surprise, le faiseur de roi. Verdict des urnes le 7 mai prochain. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis.